Bonjour, suite à la vidéo précédente, on présente aujourd'hui les autres formes de l'énergie. Commençons par les énergies potentielles qui se présentent sous trois formes: l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle de torsion. Je commence par les énergies potentielles élastiques. Dans ce document, on a un ressort aspire non jointif de masse négligeable, de longueur à vide L0 et de constante de raideur K. Il est accroché à un corps de masse M, supposons. Alors, puisque le pendule élastique est maintenu horizontalement, le ressort ne s'allonge pas. On écarte le corps, ou bien G0, c'est-à-dire le centre d'inertie de ce corps, d'une certaine distance à partir de sa position d'équilibre. La longueur finale du ressort devient L. Alors, le ressort est allongé de L moins L0, c'est-à-dire delta L. Et dans ce cas, le ressort emmagasine une certaine énergie appelée l'énergie potentielle élastique, ayant la forme EPE, c'est-à-dire l'énergie potentielle élastique, 1/2 fois K, la constante de raideur du ressort, fois l'allongement au carré, donc fois delta L au carré. Et l'énergie potentielle élastique est exprimée en joules dans le système international des unités. Second cas, si on a un pendule élastique qui est maintenu verticalement, je considère un ressort aspire non jointif de masse négligeable, de constante de raideur K, de longueur à vide L0. Lorsqu'on lui accroche un corps de masse M, le ressort s'allonge d'une certaine distance, supposons delta L. On écarte de nouveau le centre d'inertie de ce système d'une certaine distance à partir de sa position d'équilibre, supposons X. Alors ici, le ressort emmagasine une énergie potentielle élastique, EPE, ayant la même forme, c'est 1/2 fois K, la constante de raideur, fois l'allongement au carré. Ici, l'allongement, c'est delta L plus X, puisqu'on a 2 fois l'allongement. Donc, c'est delta L plus X au carré. Donc, c'est l'énergie potentielle élastique. Passons maintenant à la deuxième forme de l'énergie potentielle de pesanteur. On a un pendule simple. Ici, on a un fil de longueur L de masse négligeable. Ici, on a un objet supposé ponctuel, et soit G, le centre d'inertie de cet objet. On écarte le pendule d'un angle θ à partir de sa position d'équilibre. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie liée à l'altitude entre le centre d'inertie et un certain niveau de référence. Ici, dans ce cas, je considère que le plan horizontal passant par G0 est pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, EPP, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur ou bien énergie potentielle gravitationnelle, elle est positive. Pourquoi? Puisque le centre d'inertie G est en dessus du niveau. Donc EPP s'écrit M, la masse du corps, fois G, fois Z de G. Alors, comment on détermine Z de G? On mène la perpendiculaire de G à OG0, et soit H, le pied de la perpendiculaire. Donc Z de G, elle est égale à H fois G0. Donc HG0, c'est OG0 moins OH. OG0 moins OH. Alors, OG0, c'est L, c'est la longueur du pendule, moins OH. Si on observe le triangle OHG, il est rectangle en H. Alors, OH, elle est égale à L fois cosinus de θ. Pourquoi? Puisque cosinus de θ, c'est le côté adjacent, donc c'est OH, sur l'hypoténuse qui est OG. Donc c'est OH sur L. Alors, OH égale L fois cosinus de θ. Je prends L en facteur, 1 moins cosinus de θ. Finalement,
EPP s'écrit, EPP égale à mg L facteur 1 moins cosinus de θ. Second cas, si on considère le plan horizontal passant par O est pris comme niveau de référence de cette énergie. Alors, le centre d'inertie est au-dessous du niveau. Par suite, l'énergie potentielle de pesanteur elle est négative. Donc, EPP, c'est moins mg Z de G. Et ici, Z de G, comment on détermine Z de G? Même manière, on mène la perpendiculaire de G à OG0, soit H le pied de la perpendiculaire. Alors, Z de G, elle est égale à OH. Et comment on détermine OH? C'est L fois cosinus de θ. Donc, finalement, EPP, elle est égale à moins mg L fois cosinus de θ. Donc, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, le cas d'un pendule simple. Maintenant, l'énergie potentielle de torsion. On a un fil de masse négligeable. Ici, on a une tige AB qui peut tourner dans un plan horizontal. Alors, on écarte la tige à partir de sa position d'équilibre d'un certain angle θ. Le fil, il emmagasine une énergie potentielle de torsion ayant la forme EPT 1/2 fois C fois θ2. C, c'est la constante de torsion exprimée en newton fois mètre par radian dans le système international des unités. Et l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle de torsion en joules. Alors, ce sont les trois formes de l'énergie potentielle. Passons maintenant à l'étude analytique d'un pendule élastique horizontal. On considère un ressort à spire non jointive de masse négligeable et de constante de laideur K, un solide S de centre d'inertie G0 et de masse M. On écarte le solide d'une distance x0 suivant I à partir de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. On suppose que le mouvement des oscillations s'évolue sans frottement, sans réaction nucléaire et sans réaction chimique. Alors l'énergie mécanique se conserve. EM égale à une constante. C'est-à-dire EC plus EPP plus EPE égale à une constante. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique puisque le ressort emmagasine de l'énergie élastique. Ici, EPP égale à 0. Pourquoi? Puisqu'on considère que le plan horizontal passant par le centre d'inertie du système est pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, 1/2 mv2 plus 1/2 kx2 égale à une constante. Bien, dérivons par rapport au temps. Je dérive 1/2 m, la dérivée de v2. C'est 2v par v', puisque la vitesse est fonction du temps. Plus 1/2 fois k fois 2x, x' égale la dérivée de la constante égale à 0. Maintenant, on simplifie 2 et 2. Donc m vv' plus k x' égale 0. Avec x' égale à v. La dérivée de x, c'est la vitesse. Et la dérivée de la vitesse, c'est x secondes qui est l'accélération. Donc, m x', x secondes, je remplace v par x', v' par x secondes, plus k x égale à 0. On prend x' en facteur, donc m x secondes plus k x égale à 0. X' facteur mx secondes plus kx égale 0. Le produit de deux facteurs est nul si l'un au moins de ces facteurs est nul. Mais ici, x' ne peut pas être égal à 0, puisque x' représente la vitesse à une certaine durée. Donc, mx secondes plus kx égale 0. Et x' différent de 0. Je divise par m, x secondes plus k sur mx égale 0. C'est l'équation différentielle x secondes plus k sur mx égale
à 0. Alors, le premier objectif était de déterminer l'équation différentielle qui régit le mouvement de G. Elle est de la forme x seconde plus k sur mx égale à 0. Le deuxième objectif, c'est de vérifier la solution de l'équation différentielle. Au début, x seconde plus k sur mx égale à 0. C'est une équation différentielle mathématique. Elle est de la forme x seconde plus oméga 0 carré x égale à 0. Par identification, oméga 0 carré égale à k sur n, et par suite oméga 0 égale radical de k sur m. Oméga 0 représente la pulsation propre. Elle est exprimée en radians par seconde dans le système international des unités. Et oméga 0, elle est de la forme 2π sur T0, où T0 représente la période propre des oscillations, en secondes, bien sûr. Alors, T0 égale à 2π sur oméga 0, c'est-à-dire 2π radical m sur k. Maintenant, une solution de l'équation différentielle, elle est de la forme x égale xm cosinus oméga 0t plus phi, où phi représente la phase à l'origine, ou bien xm sinus oméga 0t plus phi. Xm c'est l'amplitude maximale, oméga 0 c'est la pulsation propre. Donc il faut vérifier que cette équation est bien la solution de l'équation différentielle. Je dérive x par rapport au temps. Donc x' égale la dérivée de cosinus oméga 0t plus phi, c'est moins oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Donc c'est moins xm oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Je dérive encore une fois par rapport au temps. X seconde, la dérivée de x', c'est moins xm oméga 0. La dérivée de sinus oméga 0t plus phi, c'est oméga 0 cosinus oméga 0t plus phi. Et on a ici oméga 0, donc au carré, cosinus oméga 0t plus phi. Maintenant, il faut vérifier, il faut remplacer chaque terme par sa valeur. Donc, à la place de x seconde, je mets moins xm oméga 0 carré cosinus oméga 0t plus phi. Alors, moins xm oméga 0 carré cosinus oméga 0t plus phi plus k sur m par x, c'est xm cosinus oméga 0t plus phi. Alors, pour vérifier que x égale xm cosinus oméga 0t plus phi est solution de cette équation, il faut que ce terme soit égal à 0. En effet, on peut prendre xm et cosinus oméga 0t plus phi en facteur. Il nous reste, c'est moins oméga 0 carré plus k sur m égale. Or, on sait déjà que oméga 0 au carré, c'est k sur m. Donc, moins oméga 0 carré plus k sur m égale à 0, d'où cette équation égale à 0. Alors, on a vérifié la solution de l'équation différentielle, que ce soit xm cosinus oméga 0t plus phi, ou bien xm sinus oméga 0t plus phi. Alors, la question maintenant, c'est comment déterminer phi et xm à partir de la solution de l'équation différentielle qui est x égale xm cosinus oméga 0t plus phi. Bien, on suppose que S s'est écarté d'une certaine distance x0 suivant i, et à t0 égale 0, on le lâche avec une vitesse initiale, v0 égale à v0i. Bien, je dérive x par rapport à t. X', c'est moins xm oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Bien, ici, pour déterminer phi et xm, on utilise les conditions initiales. Donc, quelles sont les conditions initiales? C'est-à-dire, à t0 égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a x égale à x0.
Donc, x égale xm cosinus oméga 0t plus phi, mais à t égale à 0, x sera égal à x0. Donc, x0 égale xm cosinus, puisque t égale 0, donc c'est cosinus phi. Alors, c'est la première équation. Aussi, à t0 égale 0, x', c'est la vitesse qui est égale à v0 en module, qui est égale à plus v0, puisque le corps il est lâché avec une vitesse suivant le sens positif. Donc v0 égale à moins xm oméga 0, sinus à la place de t je mets 0, donc c'est sinus phi. Et c'est la deuxième équation. Comment on cherche xm? Bien. D'après la première équation, on détermine cosinus phi. Alors, cosinus phi égale à x0 sur xm. Sinus phi, d'après la deuxième équation, c'est moins v0 sur xm oméga 0. Bien. On élève au carré. Cosinus carré phi, c'est x0 carré sur xm carré. Sinus carré phi, c'est v0 carré sur xm carré oméga 0 carré. On sait bien que cosinus carré phi plus sinus carré phi égale à 1. Donc x0 carré sur xm carré plus v0 carré sur xm carré oméga 0 carré égale à 1. En faisant le même dénominateur, xm carré oméga 0 carré, c'est x0 carré oméga 0 carré plus v0 carré égale à 1. Alors, à quoi égale xm carré? Xm carré égale x0 carré oméga 0 carré plus v0 carré sur oméga 0 carré. Et xm, c'est la radicale. Ici, une petite remarque. x0 au carré sur xm carré plus v0 carré sur xm carré oméga 0 carré égale 1, c'est une équation d'une ellipse dont l'axe focal est l'axe v0, l'axe non focal est l'axe x0. Pourquoi? Puisque l'équation d'une ellipse est de la forme x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Maintenant, comment on cherche le déphasage phi? On regarde cosinus alpha et sinus alpha et on fait le rapport. Sinus alpha sur cosinus alpha n'est autre que tangente alpha égale à moins v0 sur xm oméga 0 sur x0 sur xm. On peut simplifier par xm et xn, c'est moins v0 sur oméga 0 sur x0, donc tangente phi égale à moins v0 sur x0 par oméga 0. Alors, ce sont les objectifs pour cette vidéo. Merci bien et n'oubliez pas d'appuyer sur subscribe.